Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Le matin du 8 juillet 1943, la panique gagne rapidement les hauteurs de Westbourne. En quelques heures, la nouvelle de la mort atroce de Sir Harry Hawkes se répand comme un poison dans les rues sablonneuses de Nassau, aux Bahamas. Les premiers policiers locaux dépêchés sur place sont jeunes, inexpérimentés et surtout tétanisés par ce qu'ils découvrent. Un corps mutilé, brûlé, dans l'une des maisons les plus puissantes de l'île. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de l'affaire Harry Hawkes. Les premiers gestes d'enquête sont maladroits. Pas de scellé, pas de photographie précise, pas de relevé. Mais avant même qu'ils n'aient le temps de comprendre ce qu'ils ont sous les yeux, l'ordre tombe. Le duc de Windsor, alors gouverneur des Bahamas, vient d'intervenir personnellement. Officiellement, il s'agit de protéger l'intégrité de l'enquête. Officieusement, c'est plutôt reprendre le contrôle total d'une situation qui menace d'éclabousser l'administration coloniale et sa propre réputation par la même occasion. Édouard VIII, ancien roi d'Angleterre qui a abdiqué au profit de son frère George VI, sait mieux que personne combien le scandale peut ruiner une carrière, voire une vie entière. L'idée que la mort du plus riche résident des Bahamas puisse déclencher des remous jusqu'à Londres ou Washington est inimaginable pour lui. Dans l'urgence, sans passer par les autorités britanniques officielles, il décide de contourner les règles. Au lieu de notifier le gouvernement ou de passer par les canaux diplomatiques prévus pour demander une assistance à l'étranger, le duc contacte directement, de manière informelle, des officiers de police de Miami par l'intermédiaire de relations personnelles. Pas de petits papiers officiels donc, aucun mandat international et aucune collaboration entre les différentes autorités n'est mise en place. Il organise en quelques heures leur venue à titre privé, contournant ainsi toute la chaîne hiérarchique légale et la supervision de Londres. En agissant ainsi, le duc prend un risque énorme. Il expose l'enquête à des contestations futures presque certaines. Mais apparemment, à ce moment-là, soit il est inconscient, soit au contraire, il sait parfaitement ce qu'il fait. Deux policiers américains de Miami sont donc appelés à la rescousse, Captain Melken et Captain Barker. Cette histoire vient de prendre un air de série américaine des années 2000. Entre les policiers et le duc de Windsor, juste une poignée de main, quelques promesses sous la table et un ordre direct, régler l'affaire rapidement et discrètement. Pourquoi faire venir des Américains et pas des enquêteurs britanniques, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que Miami est à moins d'une heure d'avion, que le duc dispose de contacts personnels directs en Floride et qu'il sait que les Américains, eux, ne poseront pas trop de questions. A l'inverse, faire appel aux autorités britanniques aurait nécessité des semaines de formalités, l'aval de Londres et des rapports en veux-tu en voilà, et surtout une enquête officielle sérieuse, potentiellement hors de contrôle donc. Le duc de Windsor, déjà en délicatesse avec sa propre couronne depuis son abdication, n'a pas envie de se retrouver à nouveau au cœur d'une situation ingérable. Alors, il parie sur la rapidité, la discrétion, et sur des policiers de Miami qui sauront, en bons professionnels souples, entre guillemets, suivre les consignes sans s'attarder sur des détails, quitte à violer ouvertement le protocole colonial britannique. Sauf que Nassau est une petite île, et que rien, absolument rien, ne reste secret bien longtemps. À peine débarqués à Nassau, les capitaines Edward Melken et James Barker prennent possession de la scène de crime.
Tous deux sont membres de la police criminelle de Miami, en Floride, et ont l'habitude de gérer des affaires sordides dans une ville en pleine expansion, marquée par la criminalité notamment liée à la prohibition et à la corruption en masse. Mais les Bahamas ne sont pas Miami, et l'affaire Harry Hawks n'est pas un homicide ordinaire, ils vont rapidement s'en rendre compte. Leur présence est le fruit d'un arrangement personnel du duc de Windsor, donc officiellement, ces Starsky et Hutch des Bahamas n'ont aucune autorité légale sur l'enquête. Quand Melken et Barker entrent dans la chambre de Sir Harry à Westbourne, ils ne respectent aucune procédure d'investigation moderne. Pas de photographie détaillée de la scène, pas de relevé précis des objets présents dans la pièce, pas de prélèvement d'indices ou de conservation systématique des pièces à conviction. Pire encore, accrochez-vous, le matelas sur lequel repose le corps de Sir Harry Hawks est brûlé et détruit rapidement par les deux policiers sous prétexte d'insalubrité, effaçant ainsi des preuves sûrement capitales, notamment les traces éventuelles laissées par le ou les tueurs. L'autopsie, elle, est confiée au médecin local, le docteur Hayden, mais se limite à un examen superficiel. Hayden, médecin généraliste respecté de Nassau, mais sans formation spécialisée en médecine légale, pratique l'examen du corps sans l'assistance d'un médecin légiste qualifié, alors même que les circonstances du décès sont vraiment exceptionnelles. Déjà parce qu'il s'agit de l'homme le plus riche et puissant des Bahamas, et en plus parce que c'est clairement un homicide. Vu l'état de la pièce, il n'est pas mort dans son sommeil. Pourtant, aucune autopsie complète, selon les standards de l'époque en tout cas, n'est effectuée. Aucun expert neutre n'est sollicité et aucune contre-expertise n'est proposée. Cette légèreté laisse des zones d'ombre essentielles non explorées, comme la possibilité d'une perte de connaissance préalable au coup, ou la vérification des signes d'empoisonnement par exemple. La communauté médicale et judiciaire reste aujourd'hui encore perplexe, tant l'analyse fut sommaire pour une affaire de cette ampleur. Le docteur Hayden, figure respectable mais peu expérimentée dans les autopsies criminelles, conclut à un traumatisme crânien causé par plusieurs coups violents à la tête, suivi d'une tentative d'incendie avec un insecticide inflammable, probablement du pyrofax. Mais vous le sentez venir, aucune analyse toxicologique complète n'est pratiquée. Aucun relevé systématique des blessures n'est documenté. La scène de crime est contaminée. Les preuves matérielles sont donc compromises. Tout est manipulé dans la précipitation ou volontairement altéré, le matelas brûlé, les objets déplacés sans relevé, les draps jetés, aucun protocole de scellé, aucune documentation rigoureuse de la pièce, aucune conservation des indices potentiellement cruciaux. Les déplacements des policiers à travers la chambre de Sir Harry sont anarchiques, ils marchent sans protège-chaussures, touchent toutes les pièces sans gants, sans protection, déposent eux-mêmes des empreintes et souillent une scène déjà fragile. Ce chaos, ajouté à l'absence de photographie professionnelle, de prélèvement complet et de supervision neutre, transforme une potentielle scène de crime en un capharnaüm irrécupérable. Et la suite va vite devenir une caricature judiciaire. Melken et Barker, sous la pression du duc de Windsor, cherchent non pas à comprendre ce qu'il s'est passé, mais à produire rapidement un coupable. Pour ça, ils commencent par examiner, doucement mais sûrement, les proches de Harry Hawks. Parmi eux, Alfred de Marigny, le gendre détesté, sort immédiatement du lot. Ce qui est étrange, c'est qu'à aucun moment les policiers ne semblent envisager les autres membres de la famille. Eunice Hawks, l'épouse de Sir Harry, n'est jamais interrogée formellement. Aucun rapport ne mentionne d'entretien poussé avec les enfants non plus, même ceux qui étaient déjà majeurs au moment des faits. Nancy, la fille chérie, est interrogée uniquement pour la forme, plus tard, dans le cadre de la défense de son mari. Il n'y a aucune vérification de leurs emplois du temps précis la nuit du crime, aucune perquisition dans les quartiers privés de la maison. Les archives judiciaires, la presse contemporaine et les travaux d'historiens comme James Lizor montrent clairement que toute autre piste, même évidente, est purement et simplement ignorée. Dès les premières heures, l'enquête est orientée vers un seul homme, un étranger, un gendre qu'Harry n'aimait pas, le coupable idéal. Alfred de Marigny, de son vrai nom Jean-Alfred de Marigny, est né en 1910 sur l'île Maurice, alors également colonie britannique. Il appartient à une famille créole sans fortune extravagante, ça je vous en ai un peu parlé précédemment. C'est un jeune homme élégant, parlant aussi bien l'anglais que le français,
Il se distingue par son charisme certain et surtout une réputation de coureur de dot, jamais vraiment démentie d'ailleurs. Dès son adolescence, Alfred montre une préférence marquée pour les fréquentations huppées et les femmes fortunées. Peut-être un reliquat de sa particule. En 1937, il épouse pour la première fois une riche américaine. Un mariage qui fonce dans le mur rapidement. Il recommence peu après avec une deuxième union, mais qui s'avère tout aussi éphémère. À Nassau, son passe-temps préféré consiste à, je cite, « humer l'air des bals et des réceptions » organisées par l'élite coloniale à la recherche de nouvelles opportunités sociales et financières. Quand il rencontre Nancy Hawkes, la fille de Sir Harry, en 1941, il voit en elle la promesse d'une vie luxueuse. Elle n'a que 18 ans, mais elle est vite séduite par cet homme un peu exotique, à la voix douce, aux manières aussi mondaines que les siennes, mais moins coincé tout de même que les jeunes aristos qui lui tournent jusqu'alors autour à Nassau. Depuis le mariage des deux jeunes, les relations familiales sont gelées, et l'ambiance au sein de la haute société de Nassau est électrique. Dans l'esprit du duc de Windsor et des policiers américains, Alfred est le suspect parfait pour 3 raisons. D'abord, il a un mobile, hérité par Nancy de la fortune immense du père Hawkes. Ensuite, il a une relation clairement conflictuelle avec la victime. Et enfin, il est étranger, donc ce sera très facile pour les autorités d'être isolé et discrédité. À cette époque, j'ai bien l'impression que, dans le contexte colonial, être étranger et vouloir de l'argent constitue une présomption de culpabilité. Les inspecteurs Melken et Barker n'ont plus qu'à façonner un dossier autour de ce coupable idéal, et façonner est le bon mot. Et pour que ça passe, il faut quand même une preuve. Et c'est là qu'intervient, tadam, j'ai nommé l'empreinte sur la moustiquaire. Le 9 juillet 1943, à peine 24 heures après la découverte du corps de Sir Harry Hawkes, les policiers américains annoncent triomphalement qu'ils détiennent une preuve décisive. Super fortiche ces gars venus de Floride. Il s'agit d'une empreinte digitale retrouvée sur la moustiquaire métallique du lit de Harry, là où son cadavre avait été découvert. Cette preuve, pourtant, est rapidement entachée de doutes majeurs. Déjà parce que l'inspecteur George Roberts, policier bahamien arrivé parmi les premiers sur la scène du crime, affirme qu'aucune trace n'avait été relevée lors de ses propres observations initiales. Incroyable! Un homme extérieur à toute cette mascarade pointerait-il du doigt le fait que tout ça n'est que de l'esbrouf? La moustiquaire avait été examinée dans l'urgence, certes, sans que l'on y trouve quoi que ce soit de notable, et sûrement pas une grosse empreinte digitale super nette. Et cette preuve est entachée parce que les techniques de conservation de la scène par Melken et Barker ont été, inexistantes. Ça aurait été très peu probable de retrouver cette empreinte intacte avec tout le bazar qu'ils ont mis dans la pièce. Bien sûr, il n'y a pas eu de photographie de la moustiquaire avant la découverte de l'empreinte, sinon c'est trop facile. Pas de scellé garantissant l'intégrité de la moustiquaire non plus. Bref, rien qui n'aurait pu convaincre un tribunal impartial dans des conditions normales. Mais on n'est pas dans des conditions normales, et on n'est pas non plus dans une enquête qui veut trouver la vérité, mais seulement enfermer la bonne personne, la seule dont l'absence ne fera aucune vague. Dans le climat d'urgence surchauffé de Nassau, cette preuve suffit. Le soir même, Alfred de Marigny est arrêté. On le convoque au Central Police Station de Nassau, un bâtiment sobre, en pierre blanche, sur East Hill Street, symbole pur et dur du pouvoir colonial britannique. Sur place, on ne lui lie pas ses droits. Il est immédiatement interrogé, sans avocat, et dans des conditions qui, soyons honnêtes, frisent l'intimidation. La nouvelle, qui s'ébruite rapidement, fait l'effet d'une bombe. Pour le public, surtout parmi les expatriés britanniques, la version officielle est simpliste mais séduisante. Le gendre détesté, un homme à la réputation douteuse, un coureur de jupons qu'on respecte peu, aurait tué son beau-père pour récupérer son argent. Basique, mais l'histoire a tant de fois été vue, ça passe. À partir de ce moment-là, l'affaire bascule rapidement, parce qu'Alfred est formellement accusé de meurtre. Il est directement incarcéré à la Fox Hill Prison, la prison principale des Bahamas, bâtie en 1952, mais dont les installations de détention provisoire existent déjà sur les hauteurs de Nassau à l'époque.
Pendant ce temps, Nancy, fidèle à son mari, commence une campagne féroce pour défendre son innocence, défiant son père, même dans la mort. Dans les jours qui suivent l'arrestation, elle prend publiquement la parole pour clamer que son mari est victime d'un complot judiciaire. Elle écrit aux autorités britanniques, tente de mobiliser les relations diplomatiques de la famille Hawkes et s'adresse même à la presse. Le New York Times rapporte en août 1943 que Nancy qualifie l'enquête de farce indigne d'un empire civilisé. Elle exige un procès équitable et dénonce les conditions d'arrestation et de détention de son époux. Son attitude, d'un courage inattendu pour une jeune femme de 19 ans à l'époque, étonne la presse internationale. Elle refuse de quitter Nassau et reste présente chaque jour, au tribunal comme en prison, au point que certains éditorialistes américains la décrivent comme le meilleur avocat qu'Alfred ait eu. Ce soutien inébranlable contribue à fissurer l'image du coupable idéal qu'on avait commencé à construire autour de lui. Derrière la façade de l'accusation officielle, tout grince. De plus en plus d'observateurs commencent à remarquer des failles majeures dans les éléments de l'accusation. Déjà, le mobile de l'argent n'est pas si évident que ça, car Alfred n'aurait hérité de rien directement, Nancy étant elle-même mineure au moment des faits. Elle n'aurait pas pu gérer seule un héritage. Sa mère est encore en vie et elle a des frères et sœurs, dont certains sont majeurs en plus de ça. Ensuite, le dossier d'accusation est basé uniquement sur une pauvre empreinte isolée, retrouvée dans des conditions plus que douteuses. Et enfin, le fait que d'autres pistes plus sérieuses, comme des conflits d'affaires de Sir Harry, des jalousies locales, la vie politique explosive, soient purement ignorées, ça fait jaser. Étrange ce seul coupable qu'on coffre comme ça d'un coup. Ça n'arrive que dans les mauvaises séries. Le procès approche, et avec lui, l'inquiétude monte. Dans l'ombre, on s'agite, on complote, on se prépare. Car ce ne sera pas une audience banale. Tout le système judiciaire colonial risque d'être mis à nu. Nassau, d'habitude si discrète, se retrouve propulsée au centre d'un orage médiatique. Dans les clubs privés de Bay Street, dans les salons surchauffés de Lyford Quay, une seule question revient, obsédante. Qui a vraiment tué Sir Harry Hawkes ? Pour creuser encore un peu plus cette affaire ensemble, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode de cette saison 22 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Harry Hawkes.